Je vous propose que l'on commence, si ça vous convient. Marie-Aline, vous m'entendez toujours? Bonjour Adeline, je vous entends Bonjour, parfaitement bien. Merci beaucoup pour super. cette courte introduction dans l'attente d'autres participants. Bah, merci à vous en tout cas d'avoir accepté que l'on fasse un webinaire ensemble. Ça me fait très plaisir en tout cas d'avoir en plus la vision d'avocate que vous avez très bien pour justement présenter ce dispositif. Donc, comme vous l'avez sûrement compris, le webinaire va porter sur la valorisation de ces actifs de propriété industrielle. Et j'ai la chance d'être accompagnée par Madame donc Maître Marie-Aline Pierret donc de PSP Avocat qui, euh, qui va permettre en plus d'avoir une meilleure vision un petit peu sur le dispositif en plus de ma vision d'ingénieur brevet. Donc rapidement, peut-être je peux me présenter. Donc je suis de la société IPSAI, donc qui est un cabinet de propriété industrielle et donc qui vise à accompagner les entreprises et les particuliers dans toutes les questions liées à la propriété industrielle, donc notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles. Et aussi, on apporte une attention particulière à vous aider dans tout ce qui est problématique de financement. Parce que juste pour un petit point sur mon parcours, très rapidement, du coup, je suis à la fois ingénieur brevet et aussi j'essaye de répondre aux questions sur le financement donc, des brevets, des marques, mais aussi plus largement de la R&D, parce que j'ai une expérience de plusieurs années dans le conseil en financement de la R&D et de l'innovation. Donc, c'est pour ça que je voulais un petit peu apporter cette expérience pour vous aider dans ces démarches-là. Donc, Maître Marie-Aline Pierret, je vous laisse peut-être vous présenter. Merci beaucoup Adeline. Marie-Aline Pierret, je suis associée du cabinet PSP Avocat. Nous, on est un cabinet donc, qui est spécialisé en droit fiscal. On accompagne les entreprises tant pour le conseil que pour le contrôle fiscal et ensuite le contentieux s'il y a besoin. On accompagne également les chefs d'entreprise pour tout ce qui concerne les problématiques d'une part de leur entreprise et d'autre part de façon un petit peu plus globale pour leur réflexion personnelle, pour leur transmission patrimoniale. On fournit un accompagnement global à l'entreprise et aux chefs d'entreprise, tant sur le plan conseil que sur le plan du contrôle fiscal et ensuite du contentieux s'il y a besoin. Merci Adeline de me permettre de participer avec vous à ce webinaire. Effectivement, lors de nos différents échanges avec Adeline, nous arrivons à la conclusion que les compétences de différentes personnes et de différents interlocuteurs sont nécessaires concernant la mise en place du dispositif IP-Box. D'une part, bien maîtriser les différentes notions de propriété intellectuelle et industrielle, d'autre part, de maîtriser les aspects fiscaux et d'avoir aussi toute une vision qui permet d'anticiper les conséquences d'une telle option pour ce régime IP-Box. Exactement. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, juste pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, donc depuis la loi finance de 2019, on a une évolution sur le taux d'imposition donc de cession de concession. Donc, avant, c'était uniquement pour les brevets, on va voir que ça a changé, donc qui était de 15%. Et du coup, la loi finance de 2019 qui vise aussi à mettre en conformité avec les recommandations de l'OCDE de ce point particulier, va proposer un taux référentiel sous condition donc des actifs, des taux d'imposition des actifs éligibles que l'on définira plus tard de 10%. Donc l'IP-Box, c'est un nouveau régime donc, qui est quand même préférentiel, donc on a quand même une baisse significative. Néanmoins, il y a des choses à prendre en compte, donc notamment l'application est en lien avec la réalisation d'activités de R&D par l'entreprise qui en bénéficie. Et on verra aussi plus tard les nécessités de mise en place. Donc là, je vais laisser Marie-Aline peut-être présenter le sommaire. Oui, bien volontiers. Je vais juste me permettre d'ajouter qu'en fait, l'idée du dispositif, c'est vraiment de corréler l'avantage fiscal qui est procuré aux revenus de propriété industrielle avec les différentes dépenses de recherche et développement qui sont engagées en amont par l'entreprise, ce qui veut dire de façon très concrète que plus il y a de dépenses de recherche et développement engagées par l'entreprise,
et plus l'avantage au titre de l'IP Box dans le cadre du dispositif Nexus va être important. Alors, on va vous présenter ce dispositif en commençant d'abord par le champ d'application de l'IP Box, les principes de son fonctionnement, enfin les modalités de sa mise en œuvre. Alors, concernant le champ d'application, la première question commence par qui est concerné par ce dispositif. Donc, ce sont toutes les entreprises industrielles, agricoles, libérales, relevant soit de l'impôt sur le revenu, soit soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition. Sont également concernées toutes les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés, également les sociétés de personnes. En revanche, sont exclus les inventeurs, personnes physiques. Ensuite, je laisse la parole à Adeline qui va vous présenter les actifs éligibles. C'est ça, parce que effectivement, la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qui est éligible? Donc, ça va concerner tout ce qui est les brevets et les certificats d'utilité, donc qui sont délivrés ou en cours de délivrance, mais aussi les inventions brevetables. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Le deuxième point, ce sera les certificats d'obtention végétale. Donc là, ce sera seulement ceux qui sont en cours de validité. On aura aussi, ça c'est aussi une de grosses nouveautés de la loi Finance 2019, c'est les logiciels qui vont rentrer dans le cadre de l'IP Box. Donc, ils sont protégés par un droit d'auteur et aussi, il faut qu'ils doivent présenter un caractère original. On a aussi enfin les procédés de fabrication industrielle, donc qui résultent de travaux de R&D et qui sont indispensables à l'exploitation d'un brevet. Juste concernant les brevets et les certificats d'utilité qui sont en cours de délivrance, c'est accepté et on a un délai de 3 ans pour recevoir la délivrance et si on ne l'a pas, il faudra faire une demande rectificative justement pour réajuster les montants. Enfin, les inventions brevetables, pour l'instant, c'est un petit peu en attente. Ce serait un dispositif réservé aux PME pour lequel la brevetabilité aurait été mise en évidence par l'INPI. Mais on attend un petit peu la validation auprès de la Commission européenne. Là, pardon. Ensuite, on va passer aux opérations concernées. Donc, il y a à la fois les cessions, les concessions et les sous-concessions. Donc, il y aura plus de conditions concernant les cessions. Il faut que le titre est payé et soit acquis depuis au moins 2 ans pour des actifs cédés à titre onéreux. Il ne faut pas qu'on puisse mettre en évidence de lien de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire. Et on peut prendre également en compte tout ce qui est licence de concession et de sous-concession des différents actifs présentés auparavant. Alors ensuite, s'agissant du fonctionnement, donc comme vient de vous l'indiquer Adeline, la condition, c'est que les droits de propriété soient expressément inclus dans l'actif immobilisé, ce qui signifie pour les actifs qui sont cédés que leur destination normale soit d'être conservés dans les entreprises comme moyen d'exploitation. Et pour les actifs qui sont concédés, l'entreprise ne doit pas avoir pour objet d'acquérir ou de mettre au point ses droits en vue d'une revente. Concernant la matérialité de l'option pour ce régime fiscal, donc c'est un régime spécial qui est une décision de gestion de l'entreprise. C'est une option qui n'est pas globale. Elle doit être formulée pour chaque actif ou produit. L'option est valable à partir de l'année, enfin l'exercice fiscal où elle est exercée, jusqu'à la perte du bénéfice par l'entreprise, sachant que l'entreprise peut ne plus appliquer le dispositif pour certains actifs ou produits, c'est-à-dire que la cessation peut être partielle. C'est une option qui doit être formulée de manière expresse dans la déclaration de résultats sur une annexe qui est jointe à la déclaration. Et surtout, les produits concernés par l'option doivent être en lien avec la réalité économique et commerciale de l'entreprise
C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un produit qui soit bien commercialisé par l'entreprise. On va vous présenter un petit peu plus dans le détail comment fonctionne ce mécanisme pour calculer le résultat qui est éligible à ce taux favorable de 10%. C'est ça. Donc, dans un premier temps, il faut calculer le résultat net. Donc, le résultat net, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le revenu de l'exercice tiré de l'actif éligible auquel on va retrancher les dépenses de R&D afférentes à cet actif. Ensuite, on va avoir deux possibilités. Donc, si le résultat net est positif, une fraction peut bénéficier du taux réduit. Donc, c'est là où on va appliquer le ratio Nexus. Donc, le ratio Nexus, on va le présenter un peu plus largement tout à l'heure. Là, ça va juste être en guise d'introduction. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport entre les dépenses de recherche en lien direct avec le développement de l'actif concerné. Et en dénominateur, du coup, ça va être le montant total des dépenses de recherche afférentes à cet actif. Donc, dans le dénominateur, il y aura potentiellement plus de dépenses à intégrer. Et dans certains cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'on va avoir un ratio de remplacement qui pourra être utilisé à la place du ratio Nexus. Donc, je vais laisser Marie-Aline vous l'expliquer. Alors, plus concrètement, comment calcule-t-on le résultat net? Donc, qui dit résultat dit revenu d'une part et dépenses d'autre part. Les revenus à prendre en compte sont les revenus acquis au titre de l'exercice. Plus concrètement, en cas de cession, il s'agit du prix piqué reçu et il s'agit également des redevances contractuelles qui ont été acquises au cours de l'exercice. Concernant les dépenses que l'on prend en compte et qui viennent en déduction des revenus qui ont été acquis, on prend en compte les dépenses de recherche et développement en lien direct avec la création, l'acquisition, le développement des actifs éligibles réalisés par l'entreprise, que ce soit de façon directe ou indirecte et auprès d'entreprises liées ou non liées. Quand on fait référence à cette notion de lien direct, ceci exclut les dépenses de recherche et développement qui auraient été exposées en vue de projets non fructueux, par exemple, lesquelles dépenses ne sont pas dans ce cas à prendre en compte. Pour les dépenses de façon un petit peu plus précise, en fait, ce sont toutes les dépenses de personnel, de recherche, d'externalisation, de recherche et développement, les matières premières qui sont utilisées dans le cadre des activités de recherche et développement. Par contre, ne sont pas prises en compte toutes les dépenses générales, à savoir les frais généraux, les coûts afférents au terrain et au bâtiment, les frais d'emprunt. En fait, ce qu'on prend en compte, ce sont uniquement les dépenses en lien avec la recherche et le développement. Concernant les modalités de calcul de ce résultat net, il y a une spécificité lors du premier exercice, dans la mesure où on prend d'une part les dépenses de recherche et développement exposées au cours de l'exercice, mais également les dépenses de recherche et développement antérieures par ce qu'on appelle un mécanisme de recapture, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher les dépenses qui ont été exposées quelques années d'avance, qu'on va vous expliquer de façon un petit peu plus pratique avec les exemples qui suivent. À noter que les mêmes dépenses qui sont prises en compte pour le calcul de ce résultat net peuvent bien évidemment concerner des dépenses qui, par ailleurs, sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche. Alors maintenant, on va vous expliquer de façon un petit peu plus concrète par des exemples comment le dispositif fonctionne. Oui, je laisse Adeline présenter les exemples. C'est ça, exactement. Alors du coup, là, dans le premier et le deuxième exemple, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que la date à laquelle on applique ce régime spécial a une influence assez majeure. Et justement, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention pour justement tirer tous les bénéfices de ce régime spécial. Il vaut mieux parfois peut-être attendre 1 ou 2 ans pour que ce soit plus pertinent. Donc, partons d'un exemple tout simple. Donc là, on se base sur un brevet, mais en soi, ça pourrait être très bien un logiciel ou un procédé qui remplit les conditions vues précédemment. Donc là, on va mettre l'option pour le régime spécial à l'année N-1.
Donc, les conditions sont les suivantes. Les hypothèses que l'on prend, ce sera des dépenses en vue d'un dépôt de brevet en N-1 qui sont de 500 000 euros. En l'année N, on va toucher 1 million d'euros et on continue quand même les dépenses de R&D l'année N qui vont atteindre 400 000 euros. Donc, on aura la détermination d'un résultat comptable d'une part et la détermination d'un résultat fiscal d'autre part, dans la mesure où il y a des retraitements qui permettent de passer du résultat comptable au résultat fiscal. Donc, le résultat comptable pour l'année N-1, au cours de laquelle il n'y a eu strictement aucun revenu, s'élève à moins 500, c'est-à-dire il est constitué uniquement des dépenses effectuées en vue du dépôt du brevet, alors que pour l'année N, le résultat est égal à 600 000 euros, c'est-à-dire la différence entre les redevances de concession qui ont été perçues pour 1 million d'euros, moins les dépenses de recherche et développement effectuées qui s'élèvent à 400 000 euros. Ensuite, on va regarder quelle est la part du résultat net de concession qui serait imposable au taux de 10%. Donc, comme on vient de le voir précédemment, en N-1, en l'absence de revenus, le montant sera égal à 0, alors que pour l'année N, on va regarder le montant total des recettes, c'est-à-dire 1 million, duquel on va déduire les 400 000 euros de dépenses de recherche et développement exposées au cours de l'année N, mais également les 500 000 euros qui ont été exposés en N-1 avec ce mécanisme de recapture des dépenses prise en compte depuis l'option pour l'exercice au titre duquel on a souhaité opter pour le régime spécial. Donc, ça revient pour une année N à avoir un résultat au taux de 10% qui s'élèverait à 100 000 euros. Par ailleurs, le résultat fiscal au taux de droit commun sera pour l'année N-1 donc égal à notre résultat comptable déficitaire en l'absence de revenus. Et pour l'année N, il sera égal à 500 000 euros, c'est-à-dire notre résultat comptable de 600 000 euros, moins le résultat spécifique éligible au taux de 10%. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est une augmentation du résultat imposable au taux de droit commun en N par ajout des dépenses de recherche et développement qui ont été déduites au cours des années N-1. En fait, ce que l'on voit ici, c'est que si on opte trop tôt, en quelque sorte, pour ce régime, on aura uniquement un montant de 100 000 euros qui sera imposable au taux de 10% et un résultat au taux de droit commun qui sera de 500 000 euros pour l'année N. Alors qu'on va voir dans l'exemple suivant, si on décale l'option en année N et pas N-1, comme le dispositif de recapture des dépenses antérieures va s'appliquer à des sommes différentes, va voir à ne pas les prendre en compte, l'effet ne sera pas identique. Donc, dans l'exemple 2, on reprend exactement les mêmes données que dans l'exemple 1. Simplement, on aura les dépenses de 500 000 euros en N-1, des revenus de 1 million d'euros et des dépenses de recherche et développement exposées en N pour 400 000 euros. Donc, le résultat comptable par rapport à notre première hypothèse ne bouge pas, c'est toujours le même. En N-1, en l'absence de revenus, le résultat comptable, c'est moins 500 000 euros. Et pour l'année N, c'est toujours le montant de 1 million d'euros, duquel on déduit 400 000 euros de dépenses de recherche et développement, donc un montant de résultat comptable de 600 000 euros. Concernant le résultat taxable au taux de 10%. En année N-1, il s'élève à 0, on n'a pas de revenus. Et pour l'année N, par contre, il s'élève à 600 000 euros, c'est-à-dire uniquement les recettes de l'année, moins les dépenses de recherche et développement de l'année. Donc ici, on a un résultat de taxable au taux de 10% qui s'élève à 600 000 euros, alors que dans l'exemple précédent, c'était uniquement 100 000 euros, puisque avec notre nouvel exemple et l'option pour le régime spécial au titre de l'année N, on évite de
déduire avec le mécanisme de recapture les dépenses de recherche et développement exposées en N-1, ce qui permet par ailleurs de déduire pour l'année N-1 les 500 000 € qui auront été exposés avant l'option pour le régime spécial, c'est-à-dire qu'en N-1, on aura possibilité d'imputer 500 000 € de recherche et développement sur le résultat d'IS au taux de droit commun. Et pour l'année N, on aura un résultat imposable au taux de droit commun de 0. Donc, au taux d'impôt sur les sociétés, on va dire de 28% pour 2020, qui va progressivement descendre à 26,5% et à 25% à partir de 2022. Vous voyez que le choix et l'intérêt de retarder l'option peut être intéressant dans la mesure où l'option en N permet de déduire les dépenses de recherche et développement antérieures aux résultats soumis à l'IS de droit commun, ce qui permet de façon parallèle d'augmenter la part imposable au taux de 10% au cours de l'année N. Donc, une fois qu'on a déterminé le résultat net imposable au taux de 10%, il faut appliquer le ratio Nexus qui permet de voir en fonction des dépenses de recherche et développement exposées quelle va vraiment être la fraction imposable au taux de 10%, et Adeline va vous détailler ce mécanisme. C'est ça, merci beaucoup Marie-Aline. Alors du coup, pour entrer un petit peu plus dans le détail du ratio Nexus, le ratio Nexus, qu'est-ce que c'est? Donc au numérateur, ce sera les dépenses de R&D en lien direct avec la création et le développement de l'actif, et en dénominateur, ce sera plus complet avec l'ensemble des dépenses de R&D réalisées directement ou indirectement par le contribuable. Donc qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par dépenses de R&D en lien direct avec la création et le développement de l'actif? Alors, j'attire votre attention sur le fait que ces dépenses de R&D, elles ne sont pas égales au crédit d'impôt recherche. Il n'y a pas exactement les mêmes dépenses qui y sont intégrées. Donc, par exemple, les matières premières ne sont pas éligibles au CIR. Au contraire, on va les intégrer dans ce numérateur, dans ce ratio Nexus, pardon. Et de même, pour les frais de défense d'un brevet, on ne va pas les intégrer dans ce ratio Nexus, mais on pourra les intégrer au crédit d'impôt recherche. Donc, il faut quand même faire très attention, les dispositifs sont très différents. Et donc, au numérateur, donc c'est les dépenses de R&D en lien direct. Donc, il y en a beaucoup, je ne vais peut-être pas tous les détailler. Mais néanmoins, au dénominateur, le dénominateur, en fait, c'est la somme du numérateur avec d'autres dépenses. Donc, ces autres dépenses sont les dépenses de R&D sous-traitées à des sociétés du même groupe, donc à des sociétés liées. Ce sera aussi les redevances de concession dont l'entreprise supporte la charge, donc notamment dans le cas d'une sous-concession. Et aussi, ce sera les coûts d'acquisition d'actifs incorporels. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au numérateur, les dépenses de R&D sont majorées de 30%, sans qu'évidemment, la limite, ça va être que le ratio n'excède pas 1, donc 100%. Sont prises en compte, comme on l'a vu, toutes les dépenses supportées depuis l'origine. Et évidemment, je pense que vous l'avez compris, un suivi minutieux de chacune des dépenses, chaque catégorie est nécessaire pour les présenter à l'administration et aussi pour s'assurer qu'on l'a bien fait comme il faut. Alors, il peut y avoir une dérogation à ce ratio, donc je laisse Marie-Aline vous la présenter. Effectivement, dans certains cas vraiment exceptionnels, on peut avoir une dérogation à l'application du ratio Nexus. On ne va pas trop s'attarder dessus dans la mesure où c'est vraiment une dérogation qui est soumise à un agrément qui est valable pour 5 ans. Pour l'octroi de cet agrément, il y a quand même une petite difficulté, c'est-à-dire que l'administration ne fournit pas vraiment d'exemples sur les circonstances exceptionnelles qui sont de nature à permettre la délivrance de l'agrément. Alors, on est obligé de se reporter aux travaux parlementaires qui citaient, par exemple, des cas où une entreprise est juridiquement contrainte d'effectuer des dépenses à l'étranger, par exemple, ou en cas de force majeure. Voilà, donc il faut savoir qu'on a une dérogation qui est possible en pratique quand même à appliquer avec une certaine mesure, sachant que ça fait vraiment l'objet d'un examen assez strict par l'administration fiscale.
Alors ensuite, maintenant qu'on vous a présenté comment on calcule d'une part le résultat net et d'autre part le ratio Nexus qu'on va appliquer à ce résultat net éligible au taux de 10%, on vous présente un exemple qui résume la détermination du ratio Nexus avec une option pour le régime spécial au cours de l'année N. Alors, on vous présente la situation de l'année N-1, au cours de laquelle le ratio Nexus n'a pas à être calculé, puisque on est en N-1, c'est-à-dire antérieurement à la date de l'option. On vous met néanmoins les données de cette année N-1 dans la mesure où les dépenses qui sont effectuées en N-1 seront à reprendre au dénominateur et au numérateur pour le calcul du ratio Nexus de l'année N. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données dans notre exemple pour les années N et N plus 1? C'est Aline qui va vous les détailler. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour l'année N, donc l'année pour laquelle on fait l'option pour le régime spécial, on va considérer qu'on a 400 000 € de dépenses de R&D dans lesquelles on a de la sous-traitance pour une société liée à 200 000 € et des redevances à 100 000 €. Donc, au numérateur, on a vu qu'on prenait les dépenses de R&D desquelles on va justement soustraire les dépenses de sous-traitance et les redevances. Donc, on va arriver à 100 000 €. On va cumuler ces dépenses avec l'année N-1, donc on avait atteint 500, donc un petit peu avec le même principe. Et on va majorer le résultat, donc 600 000 fois 30%. Et au dénominateur, on prend toutes les dépenses de R&D, donc avec la sous-traitance, les dépenses de sous-traitance à une société liée et les redevances. Les redevances, donc, qui sont les redevances de concession dont l'entreprise supporte la charge. Donc, dans le premier cas, donc l'année N, on va faire un cumul de N et N-1. Et le ratio Nexus donc, va atteindre 65%. Maintenant, je vous propose que l'on fasse aussi l'année N plus 1. Donc, un petit peu sous le même principe, sauf que là, on ne va pas se contenter de cumuler N plus 1 et N, on va faire le cumul donc, de N plus 1, N et N-1. Donc, même principe pour le numérateur. Là, juste, on atteint les 200 000 concernant le numérateur parce qu'on va soustraire des dépenses de R&D, la sous-traitance liée et les redevances. On va additionner ça encore avec N-1 et N, donc on va atteindre 800 000 € cette fois-ci, que l'on va majorer de 30%. C'est 1,4 million du coup. Une petite erreur. Au dénominateur, on va avoir des dépenses donc, de 500 000 € pour l'année N plus 1 et on va faire un cumul où on va atteindre 1,7 million et cette fois-ci, ce sera le ratio Nexus sera de 62%. Alors, une fois qu'on vous a présenté les exemples, on va vous présenter les modalités de mise en œuvre du dispositif spécifique de l'IP Box, dans la mesure où, c'est ce qu'on vous avait dit en introduction, ça nécessite des échanges entre les différents intervenants dans un groupe pour la mise en évidence des actifs et ensuite pour le respect des obligations déclaratives d'autre part et des obligations documentaires par la suite. Donc, Aline va vous présenter la mise en évidence des différents actifs. Exactement, merci Marie-Aline. Donc, il y aura deux parties qui devront communiquer entre elles. Donc, la partie technique qui va valider l'éligibilité des différents actifs, voir si effectivement on peut les regrouper en famille ou pas, et on va y associer les revenus. Dans un deuxième temps, on va mettre en évidence les travaux de R&D associés et on va y associer les dépenses. Je voudrais juste souligner un petit cas spécifique. Si par exemple, en fait, dans les contrats, il y a à la fois une partie éligible et une partie non éligible. Il faudra mettre en place une méthode pour justement extraire la partie éligible. Donc, je ne sais pas si un contrat, par exemple, concerne à la fois une concession d'une licence de brevet et de marque. On va prendre que le brevet. Et donc là, il faudra mettre en place une démarche spécifique pour bien
isoler les revenus éligibles. Hop. Donc là, on comprend bien qu'il est nécessaire de mobiliser une équipe pluridisciplinaire pour justement cette première étape. Alors ensuite, qui dit régime fiscal incitatif dit obligation déclarative à la clé. Donc il faudra en pratique fournir une annexe à la déclaration de résultats qui va permettre d'exposer les calculs auxquels il a été procédé pour déterminer le résultat net de cession, les calculs qui auront permis de déterminer le ratio Nexus, et enfin, il faudra fournir une liste des inventions non brevetées, la liste des actifs dont le résultat net autoréduit a été calculé en faisant usage du taux de remplacement, par exemple, si on le demande. Donc, c'est quand même un dispositif qui est certes favorable, mais qui demande des justifications à fournir de façon obligatoire à l'administration, qui ne sont pas uniquement des conditions de forme, mais des conditions de fond, dans la mesure où le non-respect de ces obligations déclaratives va avoir pour conséquence la déchéance de l'option pour chaque actif concerné. Qu'est-ce qu'on aura d'autre comme sanction? On aura également une amende de 150 € en cas de production tardive de l'annexe d'une part, et d'autre part les omissions et inexactitudes qui seront sanctionnées par une amende de 15 € par élément omis ou inexact, le total ne pouvant pas excéder un certain montant. Ensuite, on va vous présenter les obligations documentaires qui sont à la charge de la société. C'est ça. Du coup, les entreprises qui ont opté pour ce régime spécial vont devoir fournir donc une description générale des activités de R&D de l'entreprise cédante ou concédante, mais aussi des informations spécifiques sur la détermination du résultat imposable. Hop. Donc ça, plus précisément, la documentation doit être tenue sous format électronique, y compris pour les tables de données en français, et effectivement à disposition de l'administration à la date du début de la vérification, mais aussi il faudra l'actualiser durant la période d'option du régime. Concernant les sanctions, en cas de non-respect de cette obligation, effectivement, l'administration pourra envoyer à l'entreprise une mise en demeure de produire les documents sous 30 jours. Mais il y a quand même la possibilité de demander une prolongation de ce délai d'un maximum de 2 mois. Et après, c'est là que si justement il n'y a toujours pas de production ou la production partielle de documents dans les 30 jours suivant la mise en demeure, c'est là qu'une amende de 5% pourrait être donnée à l'entreprise qui justement ne respecte pas ses obligations. Oups, là, pardon. Donc, je vous propose maintenant que l'on conclue sur le dispositif. Donc, l'IP Box, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qu'on a vu facultatif, mais qui était très intéressant, pour lequel, comme on l'a vu notamment à travers des exemples 1 et 2, l'impact doit être évalué au cas par cas et plusieurs simulations doivent être réalisées pour voir l'option qui est la plus intéressante. Pour laquelle aussi, ça c'est la grande nouveauté, les actifs éligibles ne se limitent pas au brevet. Donc, ils intègrent notamment les logiciels qui présentent une originalité, qui sont protégés par le droit d'auteur. Il est nécessaire d'appliquer l'approche Nexus, mais pour l'appliquer proprement, il faut réaliser un audit pluridisciplinaire préliminaire qui va mettre un petit peu en avant déjà l'intérêt, pouvoir le chiffrer. Et effectivement, une fois qu'on l'a réalisé, il faudra aussi, au travers de cet audit, mettre en évidence la documentation justificative, donc, qui est rigoureuse, et parce que l'administration va être très regardante, et notamment sur toutes les méthodes de calcul et la justification de la R&D et des différents actifs à choisir. Oui, en fait, comme à chaque fois qu'il y a un régime fiscal plus favorable,
C'est toujours facile et un sujet de prédilection pour l'administration que d'aller vérifier si les conditions sont bien remplies. Donc, ce qu'on recommande vraiment, c'est de constituer des dossiers solides en amont dans lesquels on peut retracer exactement tous les actifs qui ont été pris en compte, toutes les dépenses qui ont été prises en compte, de façon à pouvoir fournir des éléments concrets et répondre à toutes les questions en cas de contrôle fiscal. Après, en cas de contrôle fiscal, ce qui est important, c'est de se faire assister par des conseils, donc au cas particulier, qui sont compétents en matière de propriété intellectuelle et industrielle d'une part, avec des comptables qui connaissent également et avec des fiscalistes voilà, pour aiguiller au mieux les inspecteurs et les réponses qu'il convient de leur apporter. Sachant que tout dossier bien constitué permet un meilleur accompagnement lors des contrôles fiscaux en vue d'une limitation du risque fiscal. Exactement. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion, Marie-Aline. Je vous propose maintenant qu'on passe aux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en ai déjà une qui a été posée. Elle concerne le ratio Nexus. Donc, pouvez-vous réexpliquer le concept de majoration de 30%? Pourquoi est-elle faite? Margaline, je ne sais pas si vous avez des éléments à apporter là-dessus. En fait, c'est un dispositif qui est assez commun, hein, comme pour les dépenses qui sont prises en compte pour le crédit d'impôt recherche. Ici, on a une majoration également. Alors, pourquoi 30% précisément? On peut vérifier ce point. J'ai pas trop le 30% lui-même, je ne sais pas pourquoi. Après, je pense que c'est pour que ce soit quand même relativement avantageux pour les sociétés, effectivement. Enfin, c'est-à-dire que déjà, on ne prend pas toutes les dépenses en compte, donc c'est une sorte de compensation. Oui, c'est ça. Après, je pense que le 30%, à mon avis, il a été fixé plus ou moins arbitrairement. Enfin, je ne sais pas si... j'ai pas vu trop dans la documentation, dans le BOFIP, etc., des justifications de ce 30% précisément. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ou n'hésitez pas, ou vous pouvez nous envoyer par la suite, hein, par email, et dans la mesure du possible, on pourra tenter d'y répondre voilà, avec une première approche. Exactement. Alors, j'en ai une autre. Les dépenses de R&D à prendre en compte sont exactement celles éligibles au CIR ou plus larges. C'est pas exactement les mêmes en fait. Notamment, je vais rechercher peut-être la liste en même temps, mais notamment tout ce qui est dépenses de matières premières est éligible. Enfin, il faut l'intégrer dans le ratio Nexus, mais elles ne sont pas éligibles au CIR. Et au contraire, comme j'avais dit, les frais de défense de brevet sont intégrés au CIR, mais ne sont pas intégrés dans le ratio Nexus. Donc, c'est vraiment deux choses relativement différentes. Voilà. Une autre question. Voilà, il y en a deux qui arrivent. Alors, la quote-part du résultat net ne rentrant pas dans le dispositif, comment s'intègre-t-elle dans le résultat fiscal classique? Je ne sais pas, Marie-Aline, si vous avez une réponse à apporter. Oui, bah, la quote-part, elle est imposable au résultat de droit commun, c'est-à-dire qu'on fait la soustraction une fois qu'on a la quote-part qui est soumise à 10%. Par différence, l'autre quote-part rentre dans le cadre du régime de droit commun classique de l'IS. C'est ça. J'ai une autre question. Est-ce que les licences de savoir-faire peuvent bénéficier du dispositif? À ma connaissance, non. Vraiment, les actifs éligibles sont ceux que j'ai cités au début. Donc, les COV, les brevets, certificats d'utilité, logiciels et sous certaines conditions, enfin, tout est sous certaines conditions, mais les procédés aussi. Alors, une autre... Ah, j'ai loupé une question là. Que se passe-t-il si on déclare une demande de brevet qui n'est pas délivrée par l'Office? Alors, dans ce cas-là, il faudra faire une demande rectificative au bout de 3 ans pour justement
justement enlever ces dépenses-là, enfin, rectifier, quoi. Hop. Je ne sais pas si Marie-Aline, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là. Non, mais si c'est pas accepté, ça veut dire qu'on n'aura pas de revenus en contrepartie? En fait, on ne prend en compte, c'est cette notion de lien direct, c'est-à-dire que ne sont prises en compte que les dépenses qui aboutissent finalement à la production de revenus. Je pense que c'était le sens de la question, de savoir si on expose des dépenses et que finalement, ces dépenses n'ont pas donné lieu à la concrétisation d'un actif de propriété intellectuelle, les dépenses ne peuvent pas être prises en compte. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Parce que du coup, vu que c'est possible de le faire sur en prévision, en fait, sur une demande de brevet qui n'est pas encore validée, finalement, si on ne l'a pas, et effectivement, on n'a pas le droit à cette option, donc il faut faire, entre guillemets, marche arrière. Une autre question, les brevets sont-ils limités aux brevets français ou peut-il s'agir de brevets étrangers? Il peut également s'agir de brevets étrangers. Ça ne se limite pas aux brevets français. De même d'ailleurs pour les autres dispositifs. Avez-vous des données chiffrées sur les contrôles fiscaux spécifiques à ce dispositif, comme le CIR systématique? Il y a une chose qui est sûre, c'est que tout régime favorable va donner lieu à contrôle. Alors c'est un petit peu une généralité, mais comme c'est un dispositif qui est récent, on n'a pas encore de chiffrage précis là-dessus. Il faut quand même savoir que désormais, concernant tous les incorporels, il y a davantage de contrôle dans la mesure où, notamment en matière internationale aussi, l'OCDE a développé une politique spécifique concernant les incorporels dans la mesure où ce sont des actifs difficiles à valoriser et qui peuvent donner lieu à ce que le CDE appelle à une érosion de la base taxable et à une délocalisation de bénéfices ailleurs. Donc oui, c'est des sujets qui vont être particulièrement regardés dans la mesure où ils peuvent être assez intéressants pour les entreprises. Merci beaucoup pour cette réponse, Marie-Aline. Il y en a encore 5, je crois. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Quid des dépenses pour rechercher un partenaire preneur de licence? Je ne pense pas qu'on puisse les intégrer dans ce dispositif, à mon sens. Je ne sais pas si, Marie-Aline, vous avez une autre vision. Je pense un partenaire preneur de licence. Alors, quid des dépenses pour rechercher un partenaire / un preneur de licence? Ce serait les dépenses, je pense, un petit peu en amont pour rechercher à qui vendre, qui faire une concession d'un brevet. Je pense qu'elles ne sont pas comprises dans ce dispositif. J'imagine pas forcément, parce que ça se rapproche peut-être pas directement à l'actif. C'est ça. En question. Après, je pense, voilà, c'est un dispositif qui est relativement nouveau aussi. L'administration a sorti un BOFIP qui est très épais. Peut-être que tout n'est pas encore prévu, donc il faut quand même avoir une approche assez prudente dans les dépenses qu'on prend en compte. C'est comme pour le crédit d'impôt recherche. Voilà, on attire à la plus grande vigilance sur les dépenses prises en compte pour le calcul du revenu net et pour les dépenses prises en compte pour le calcul du ratio. J'ai une autre question, je crois qu'elle fait suite un petit peu à une autre précédente. C'est pourtant une licence peut être établie sur la base d'une demande de brevet avec les revenus associés. Effectivement, c'est possible. Et c'est là, en fait, où l'administration donne, entre guillemets, un délai de 3 ans après avoir recouru à l'option pour justement avoir l'acceptation de la demande de brevet, la délivrance du titre.
Et sinon, il est spécifié qu'il est nécessaire de faire une rectificative. Question d'après. S'il n'y a pas de cession ou de concession de l'actif, il n'y a pas de sujet IP Box. Effectivement, il peut y avoir une sous-concession, mais s'il n'y a ni cession, ni concession, ni sous-concession, à mon sens, il n'y a pas de sujet IP Box, vous n'avez pas de revenus de cession, de sous-concession, ou donc le résultat net sera nul, etc. Oui, il faut qu'il y ait une transaction, si on peut dire ça, qui porte sur de la propriété industrielle. Exactement. Alors, une autre question. Ce dispositif fiscal ne peut pas concerner les dépôts de marques commerciales et non, ça ne rentre pas dedans. Il faut vraiment qu'on ait un brevet, un certificat d'utilité, les autres actifs que j'ai mentionnés plus tôt. Donc, les marques n'en font pas partie. Et effectivement, si vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contrat un peu groupé avec un prix global, avec à la fois une marque, un brevet ou quelque chose d'éligible qui n'est pas éligible, il faudra prendre la partie qui est éligible et expliquer votre méthode pour l'avoir fait. Alors, une autre question qui est un petit peu longue. Alors, si les travaux de R&D viennent compléter un brevet pour lequel je possède une licence, est-ce que les dépenses peuvent-elles être prises en compte? Les licences de brevet obtenues doivent-elles comporter des termes spécifiques? Domaine, exclusivité. Alors, attendez, je relis la question, elle est un petit peu longue. Si les travaux de R&D viennent compléter un brevet pour lequel je possède une licence, est-ce que les dépenses peuvent-elles être prises en compte? Du coup, il faudrait voir s'il y a de nouveaux revenus qui sont générés peut-être par ce brevet. Oui, c'est exactement ce que je me disais, parce que du coup, s'il n'y a pas de revenus, comme on l'a vu, il n'y a pas d'IP Box. Et après, les licences de brevets obtenues doivent-elles comporter, mince, j'ai perdu la question, désolée, des termes spécifiques domaine exclusivité? Non, a priori, toute demande de brevet qui est soit en cours ou soit un brevet délivré peut bénéficier de l'IP Box. Il n'y a pas trop de domaines précis. Alors, une autre question. Concernant les logiciels, comment est déterminée l'originalité de ce dernier afin qu'il soit éligible à ce dispositif? C'est vrai que ça, c'est une grosse nouveauté. Donc, pour l'instant, on n'a pas non plus trop de retours. Mais concrètement, il faut qu'un logiciel, il faut démontrer qu'en fait, le développement de ce logiciel ne découle pas de l'application d'un savoir-faire qui serait appris par l'auteur, mais que justement, celui-ci, il ait fait des choix et un parti pris inhérent à cette personne. Donc, donc en fait, il y a des jurisprudences qui vont un petit peu nous permettre de mettre en place des bonnes pratiques pour justement suffisamment documenter le fait que votre logiciel est original. Mais du coup, effectivement, il faut démontrer que son découlement ça va vraiment être le développement logiciel. Ce ne sera pas les fonctionnalités, pas le concept qui devrait être original, mais vraiment le développement logiciel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à reposer des questions si c'est pas clair. Alors, oui, merci. Ah, c'est de rien. Ce principe peut-il concerner un cumul de brevets? Donc, ce principe, je pense, c'est de l'IP Box. Peut-il concerner un cumul de brevets? A priori, oui. Il y a plusieurs brevets, il n'y a pas de souci de mon côté. Il faudrait juste effectivement voir si on fait une famille d'actifs ou pas et de séparer les dépenses selon si on fait une famille ou pas. Enfin, ça va demander un peu plus de traitement forcément et il y aura plus de questions à se poser que si on n'avait qu'un seul brevet. Mais a priori, il y a un suivi précis. C'est ça. Alors, autre question. Pourriez-vous confirmer qu'il n'est pas possible de bénéficier de l'IP Box en cas de concession de licence entre une société mère détentrice de brevets et une société filiale commercialisant les produits? En principe, le dispositif, il n'y a pas de dispositif possible s'il y a un lien de dépendance entre les deux sociétés qui font des transactions. C'est ça.
il ne faut pas que les sociétés soient des sociétés liées. Donc, dans le cas d'une société mère et sa filiale, les sociétés sont liées. Donc, effectivement, ce serait pas possible. Merci beaucoup pour cette réponse, Marie-Aline. Je crois qu'on a fait le tour des questions, donc n'hésitez pas. Je refais un tour pour voir si j'en ai pas loupé. N'hésitez pas si vous en avez des nouvelles. Parce qu'on est encore là pour... Ah. Pourriez-vous revenir sur la définition des protocoles éligibles? Protocoles. C'est-à-dire les actifs éligibles ou les opérations. Je reviens sur la page des actifs. Hop. Les procédés de fabrication, peut-être? Oui, pardon, procédés. Alors, du coup, les procédés qui seront éligibles, c'est ceux qu'il faudra démontrer qu'ils résultent de travaux de R&D et qui sont indispensables à l'exploitation d'un brevet. Donc, ils doivent être liés à un brevet. Et ils doivent résulter effectivement de travaux de R&D. Voilà, je ne sais pas trop si il y a d'autres questions plus précises peut-être. Il faut effectivement que ces 2 points soient remplis. Ça ne va pas être n'importe quel procédé qui va pouvoir être éligible. Comment déclarer et justifier une invention brevetable? Là, pour l'instant, c'est pas encore possible, mais du coup, il faudra voir ça avec l'INPI. D'après il me semble que c'est indiqué sur le BOFIP, l'INPI va vous fournir un certificat comme quoi l'invention est brevetable. Ça sera que pour les PME. C'est quelque chose encore qui est pas encore très mature, je pense. Mais du coup, voilà, c'est un dispositif pour l'instant. On a vraiment très peu de retours. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si Marie-Aline, si vous voulez ajouter des choses, il ne faut pas hésiter. Non, écoutez, pour ma part, je n'ai pas d'autres points à ajouter. Merci beaucoup, Adeline. Merci beaucoup à vous. On nous remercie aussi sur le chat, sur les questions. Ça fait très plaisir. Merci d'avoir été très nombreux. Et merci encore une fois, Marie-Aline, pour cette belle collaboration. Je propose qu'on attende peut-être 1 minute, sauf s'il y a d'autres questions et qu'ensuite on déconnecte, on mette fin au webinaire, si ça vous convient. On attend un petit peu. Ou... Bon, après, là, pour l'instant, j'ai pas trop d'autres questions. Merci beaucoup. On nous remercie. Ça fait très plaisir. Merci. Et n'hésitez pas. Peut-être une dernière précision. Je dirais être très vigilant de façon globale. On a dit sur toutes les dépenses, sur tous les termes exactement, de quel actif on parle. Est-ce qu'on est vraiment dans le cadre d'une cession, d'une concession, d'une sous-concession? À chaque fois, est-ce qu'on est entre parties liées, non liées? Parce que ça dépend aussi. Voilà, il y a vraiment différents points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant, sachant que toutes les conditions ne sont pas forcément les mêmes pour tous les cas d'opération, par exemple. De même pour les dépenses à prendre en compte selon qu'on est pour le ratio Nexus au numérateur, au dénominateur. Pareil pour les résultats nets de cession. Parfois, on prend en compte les dépenses réalisées directement ou indirectement auprès d'entités liées ou non. Voilà, donc c'est vraiment des listes à faire et de savoir exactement quels sont les liens à chaque fois entre les entités. C'est pas toujours facile. Parfois, dans certains groupes, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'une entité liée ou pas. À chaque fois, c'est une notion à regarder au sens fiscal. Une entité liée, c'est pas forcément la mère et sa fille. Ça peut être aussi des sociétés cousines, par exemple. Voilà, donc c'est à chaque fois, ça fait appel à des notions très précises qu'il convient de bien vérifier. C'est ça. Je pense que c'était le mot de la fin, Marie-Aline. Merci beaucoup, en tout cas, à nouveau. Et du coup, je vous dis à toutes et tous à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, Adeline. Merci à KPSide. Et merci à KSP. Merci, au revoir. Merci, au revoir.